Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a profité de la technologie moderne pour essayer de se faire un petit podcast à distance. Je vais déjà un petit peu t'introduire et puis on va parler de ton métier en profondeur parce que tu as un métier qui est vraiment très intéressant et qui est assez moderne, je pense. Enfin, tu me diras ton avis là-dessus. Donc en fait, tu es conseillère en ergonomie de tout ce qui va être briderie et embouchure. On appelle ça aussi bead fitting, bead fitter, mais ça on parlera de ça un petit peu après parce que tu as une certaine démarche derrière l'intitulé de ton métier. Tu interviens auprès des cavaliers de tout niveau pour trouver la meilleure combinaison entre bridon, briderie et embouchure pour que le cheval et le cavalier soient ensemble mieux, que ça communique mieux et que le cheval soit plus confortable. Je me trompe ? Non, en essence, c'est ça. Ok. Tu es membre du réseau Ergonomie Équestre et tu t'inscris dans une démarche assez globale du bien-être du cheval et puis de l'ergonomie de l'équipement en général. On va commencer par justement le titre d'ergonome, enfin de conseiller en ergonomie de l'équipement. Tu préfères dire ça que bead fitter ? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi ? Alors, pour deux choses. La première, c'est que c'est aussi lié au fait que le réseau s'appelle Ergonomie Équestre et qu'on s'intéresse à l'ergonomie de l'équipement. Donc tout ça, ça sous-tend d'une part une façon de fonctionner qui est assez novatrice dans le milieu de l'équitation, puisqu'on n'est pas une sellerie classique, on n'est pas un site internet classique qui a du stock et puis qui vend des morts aux gens. On a une vraie démarche de conseil individualisé. Déjà sur ce concept-là, comme c'est quelque chose de novateur et quelque chose que Eugénie, du coup, ma collègue, a créé, on a créé aussi un terme qui va avec, voilà, pour se différencier aussi. Et parce que le conseil en ergonomie, à partir du moment où tu parles d'ergonomie, tu parles forcément de science. Et dans la formation des beadfitters classique, je dirais, on a le même but. Le but, c'est de trouver l'équipement adapté pour chaque cheval, chaque cavalier, mais on n'a pas du tout la même méthodologie. Voilà. Et c'est un peu pour différencier et protéger cette méthodologie qu'on a adopté le terme de conseiller en ergonomie équestre. Voilà. Donc en fait, un conseiller en ergonomie équestre, c'est quelqu'un qui travaille à l'adaptation de l'équipement au sein du réseau Ergonomie Équestre, avec la méthodologie Ergonomie Équestre. Est-ce que tu peux peut-être m'en dire un petit peu plus sur, par exemple, la façon dont toi tu vas travailler en consultation par rapport peut-être à un beadfitter classique ? Qu'est-ce que vous apportez que les autres n'apportent pas peut-être en consultation ? Alors, je ne vais pas me prononcer pour la selle, du coup, parce que vraiment, j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. Je m'y connais un peu, mais pas beaucoup. Par contre, pour la briderie, j'ai tout un pan d'études qui est vraiment propre à ma façon de fonctionner et qui est propre à mon parcours personnel aussi. J'ai une méthode en fait qui prépare la séance en amont, toujours. Voilà, c'est-à-dire que je modélise le comportement des embouchures avec lesquelles je travaille, des bridons avec lesquels je travaille, ce qui me permet de les pré-trier et de proposer du coup un panel d'outils plutôt restreint pour que les essais puissent durer un petit peu plus longtemps, parce qu'on change énormément de paramètres à chaque fois. Il y a aussi la notion de suivi qui n'est pas forcément présente partout. Après, je ne peux pas comparer brutalement avec le bead fitting parce que j'ai jamais, entre guillemets, été beadfitter et que je ne me suis pas formée non plus auprès de beadfitters. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on a le même but, mais on ne prend pas le même chemin. Donc il y a vraiment une démarche qui est propre au réseau et tu as aussi une démarche qui est propre à toi-même en fait, c'est à ton point de vue et ta perspective. C'est ça. Du coup, on va justement parler d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Déjà, je viens de Toulouse, ça s'entend, donc je peux pas mentir là-dessus. Voilà, je suis une pure Toulousaine. Et donc, j'ai au départ une formation artistique. Donc, j'ai fait 5 ans en école d'art où j'ai exploré pas mal de techniques différentes sur des matériaux différents. Et j'ai été embauchée à la suite de mes études chez Airbus Corporate Jet Center, qui est une succursale d'Airbus qui n'existe plus aujourd'hui et qui équipe des intérieurs de jets privés. Voilà. Et donc je faisais tout ce qui était la partie sellerie, sellerie générale, les sièges, les décors, la maroquinerie, etc., etc. Et à travers cette expérience-là, j'ai commencé à découvrir les concepts de l'ergonomie du coup, puisque dans un jet privé, on adapte absolument tout le mobilier, le matériel, les outils, l'interface, l'espace à son utilisateur.
Sont très riches utilisateurs, mais sont utilisateurs quand même. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à me dire, mais il y a ce truc d'ergonomie pour des choses aussi basiques et banales qu'un fauteuil, qu'une fourchette ou qu'un sac à main. En allant un petit peu plus loin et en travaillant avec d'autres selliers, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'ergonomie du sport. J'ai pu remarquer que l'ergonomie du matériel est dans tous les sports, sauf l'équitation. Et là, je me suis dit, mais peut-être il y a un truc à faire dans ce sens-là, parce que c'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de l'adaptation du matériel quand on est jeune poussin au rugby, mais pas quand on est un cavalier de dressage, par exemple, très avancé dans le travail, ou qui a des prétentions en compétition un peu élevées. Ça me paraissait pas logique. Et donc du coup, j'ai fait mes petites recherches. Donc je ne les ai pas faites en France parce que malheureusement, il n'y avait pas de quoi le faire. Donc je suis plutôt partie chez nos amis les Anglais. Et j'ai rencontré en parallèle Eugénie, du coup, qui était déjà dans cette démarche-là d'adaptation du matériel un peu plus poussée, un petit peu plus réfléchie que ce qui était proposé à l'époque. Et du coup, notre rencontre a scellé un petit peu le truc et c'est apparu assez évident du coup de travailler ensemble pour proposer des solutions globales. Ok. Pour les auditeurs, je précise, du coup, c'est Eugénie Cotreau Oui. qui a le blog saddlefitting.fr, qui a pas mal... Pardon ? Qui ne la connaît pas ? Bah, je précise, Eugénie tout court. Et puis du coup, toi, tu t'y es retrouvée du coup à étudier donc tout ce qui était ergonomie de l'embouchure. Tu peux nous en parler un peu plus de ce que tu as, où est-ce que tu as été formée et ce que tu as appris, comment ça a enrichi ton parcours ? Alors, j'ai fait beaucoup, j'espère que les auditeurs feront pas de plaques d'eczéma du coup, mais j'ai fait beaucoup de physique appliquée et beaucoup de mathématiques. Voilà, ça a été les deux bases. Il a fallu en fait que je cherche pourquoi. De toute façon, ça c'est l'histoire de ma vie. Pourquoi ? C'est la question à laquelle j'essaie de répondre tout le temps pour tout. Donc les embouchures n'ont pas du tout fait exception à la règle. Ok, on me dit que tel truc fait ça, pourquoi ? On me dit que tel machin fait ça, pourquoi ? Et pourquoi tel truc marche bien alors que tel truc ne marche pas ? Voilà. Donc du coup, j'avais besoin de trouver des outils pour modéliser, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, pour modéliser un petit peu tous ces comportements, pour voir pourquoi ça agit comme ça dans telles conditions. Donc j'ai créé des conditions et avec les outils qui sont offerts du coup par les mathématiques et la physique appliquée, j'ai pu me constituer déjà un panel d'embouchures avec lesquels travailler et j'ai pu faire en sorte du coup d'isoler un petit peu des variables, de repérer des choses qui reviennent sur tel ou tel design. Pas faire des généralités, parce que sur le vivant, ça n'existe pas vraiment, la généralité, mais au moins me donner de quoi travailler. C'est super intéressant. On parlera un peu de ta démarche scientifique après, parce que moi, c'est une des choses que j'admire beaucoup chez toi. On va peut-être parler du concret, de comment se déroule une séance. Nous, chez Blooming Riders, on est tous absolument fans de toi. En plus, tu es intervenu sur beaucoup de gens de notre réseau qu'on connaît et on sait qu'a priori, tu peux faire des choses assez dingues. Moi-même, j'ai quand même expérimenté ça avec mes chevaux. Il y a une jument à l'écurie que tu as vue et qui s'est acheté un moteur depuis que tu lui as changé son mort. Et c'est vrai que l'avant-après est assez dingue. J'étais hyper bluffée par ce que tu as fait, alors que, je dois quand même l'admettre, je m'attendais pas à ce que, juste, avec des grands guillemets, un changement de mort ou un changement de briderie pouvait avoir autant d'impact sur un cheval. Du coup, est-ce que tu peux expliquer, dans les grandes lignes, comment se déroule une séance, une consultation avec toi ? Alors, il y a une préparation en amont de la séance, toujours, où j'envoie un questionnaire qu'il faut remplir, auquel il faut répondre, qui commence à me donner des informations un petit peu sur le cheval que je vais aller voir. Comment il vit ? Quel est son environnement ? Est-ce qu'il vit au pré ? Est-ce qu'il vit au box ? Est-ce qu'il vit en box paddock ? Est-ce qu'il est ferré ? Est-ce qu'il n'est pas ferré ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est fait sur son parage pour les aplombs ? Justement, est-ce qu'il a des aplombs un peu particuliers ? Est-ce qu'il y a des particularités physiques chez lui ? Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées ou quels sont les objectifs de travail ? Est-ce qu'il y a des objectifs de compétition aussi pour pouvoir se mettre au règlement, évidemment ? Est-ce qu'il y a des problèmes chez le cavalier d'ordre physique, d'ordre mentaux, des blocages, des exercices qui ne passent pas bien, etc., etc. Et aussi le type de cheval. Parce que je ne vais pas travailler de la même façon, par exemple, avec des chevaux qui ont des tempéraments différents. Voilà, c'est quelque chose que tu connais super bien, du coup, comme sujet.
Mais voilà, je ne vais pas travailler de la même manière pour arriver au même but avec un Ibérique qu'avec un Oldenburg. C'est jamais arrivé même, je crois. Donc voilà, j'ai aussi des particularités qui sont liées à la race, qui se dégagent en fait au fur et à mesure de mon expérience avec ces races-là, et que du coup j'ai besoin de pouvoir concevoir en amont. Une fois que j'ai toutes ces informations, je commence à faire un pré-tri. Donc j'ai tant d'outils, les objectifs sont ça, les problématiques sont ça, le cheval est comme ci, comme ça. A priori, ce panel d'outils pourrait convenir. Donc en général, à ce stade-là, j'ai restreint autour de 6 à 8 outils qui pourraient faire l'affaire. Le jour de la séance, il y a une partie à pied, donc je regarde le cheval, j'évalue sa posture, j'évalue sa morphologie, je fais un travail de palpation pour voir s'il y a des tensions musculaires quelque part. Je regarde un petit peu comment toutes les charnières se mobilisent déjà pas montées et à froid, pour voir s'il y a des blocages, des restrictions qui sont structurelles et sur lesquelles je ne pourrais pas forcément agir du coup une fois que la personne sera à cheval. Et je complète du coup mon premier protocole. Voilà, là j'ai appris ça, donc peut-être il y a 1 ou 2 morts dans le truc qui vont juste être mis de côté parce que ça ne va pas correspondre à ce dont j'ai besoin pour ce cheval-là. Ensuite, on se met à cheval, enfin là, le cavalier se met à cheval, pas moi du coup, et je regarde une détente. Voilà. C'est un moment hyper important pour moi parce que ça me permet de voir le cheval monter, donc déjà être équipé. Voilà. Est-ce que pendant que le cavalier met l'équipement, il y a des problèmes et des réactions vis-à-vis du dit équipement, et du coup pourquoi est-ce qu'il y a ces réactions-là? Quand le cavalier se met à cheval, quelle est la réaction du cheval qui va aller travailler, dans quel état d'esprit, entre guillemets, il est. Et ça me permet de voir le cheval bouger à froid et à chaud. Donc hyper important la phase d'échauffement. Le but c'est de mobiliser un maximum d'articulations, un maximum de segments en un minimum de temps, pour que les changements qui vont être opérés après ne soient pas mis juste sur le compte d'un cheval qui était froid et qui maintenant est chaud. Parce que sinon, du coup, c'est pas moi qui ai agi. C'est juste le fait que les muscles soient OK pour travailler. Donc la phase d'échauffement est hyper importante et du coup, c'est elle qui vraiment va affiner un maximum le protocole. Voilà. Là, je vois le cheval bouger, je vois le cheval en dynamique, je vois son cavalier en dynamique, je vois le contact qui s'établit entre eux, leur façon de communiquer, et à ce moment-là, du coup, je peux restreindre les outils. Le reste de la séance, c'est si tu as des problématiques sur ton matériel habituel qui peuvent être réglées, on les règle, et puis on essaye de repartir comme ça. Si tu as des problématiques sur ton matériel, mais qu'elles ne peuvent pas être réglées via ton matériel, on change de matériel. Voilà, donc c'est vraiment là que les essais commencent. Les essais du matériel, après, derrière, ça peut être soit une préparation en plusieurs étapes pour arriver là où je veux arriver, soit un essai franc, parce que je sais que ça va aller, entre guillemets, mais je vois pas encore où sont calées les préférences du cavalier. Pour te donner un exemple, pour la première façon de faire, si j'ai un cheval par exemple qui n'est pas du tout en confiance sur son embouchure, il vient pas dessus, il se franchit pas, il ne suit pas la main, il se met en retrait, ou au contraire il lève très fort la tête, il essaie de s'échapper de son contact, la première chose que je vais devoir faire, avant de penser à quelque chose de technique, avant de travailler sur la posture, avant de travailler sur quoi que ce soit d'autre, c'est faire en sorte que le cheval veuille bien venir sur son mort. Donc trouver pourquoi ça pose problème et comment est-ce que je peux le régler. Donc l'essai de ce premier mort, ça peut être soit un essai franc parce que finalement le cheval est bien et tant mieux et on a trouvé ce qu'il faut, soit une étape pour partir sur un autre design qui me paraît plus intéressant mais que je ne peux pas lui faire passer tout de suite en fait. Et c'est ça en fait tout ce travail dont je te parlais un peu avant qui est d'isoler les variables. Voilà. Je change un paramètre entre gros guillemets parce qu'on change beaucoup plus de paramètres que ça, mais je me concentre sur un thème avant de passer à un autre thème. Et ça, en fait, ça permet de garantir un peu mieux que là où tu veux aller à l'arrivée, c'était bien là qu'il fallait aller. Voilà. Parce que sinon, si tu passes une embouchure tout de suite très différente, avec un fonctionnement totalement étranger au cheval, tu vas avoir beaucoup de changements,
parce que le cheval va être totalement perdu, il y a trop de choses qui ont changé. Tu vas pouvoir avoir un effet, mais waouh, c'est un truc de dingue, mais qui ne tiendra pas du tout dans le temps. Parce qu'une fois le moment de surprise passé, eh ben, tout va redescendre du coup. Donc faire par étapes, ça permet de ne pas avoir ces surprises-là. Ou du moins d'en avoir moins, parce qu'on reste toujours sur le vivant, hein, bien sûr. Mais ça permet de cadrer déjà un petit peu les choses. À la suite du rendez-vous, j'envoie un compte-rendu qui est hyper détaillé, tu me connais. Oui, je les connais les comptes-rendus, ils sont très bien. C'est très rare qu'ils fassent moins de 2 pages, mais voilà, c'est nécessaire. Avec tout ce qu'on a essayé, la liste du matériel conseillé, des conseils pour régler l'embouchure aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le réglage, ça peut absolument tout foirer. Et ensuite, bien entendu, je reste dispo pour toutes les questions que les cavaliers peuvent avoir une fois la séance terminée du coup. Donc il y a aussi une vraie notion de suivi dans le temps. Je me posais, alors il y a quelques questions que je pense que certains auditeurs pourraient se poser. En général, en moyenne, combien de morts on essaye pendant une consultation avec toi ? Entre 1 et 4. Oui, parce qu'il y a parfois, on entend parler de consultations où on va jusqu'à 8-10 morts. Pour toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est important justement qu'on reste sur peu de morts plutôt que d'avoir une grande quantité d'essais ? Tu peux expliquer pourquoi ? Alors, c'est très important et pareil, je pense que c'est un sujet que tu maîtrises très bien, qui est comment est-ce qu'on apprend ? Voilà. Comment est-ce que le cerveau enregistre les informations, les trie et en retient ce qui est essentiel ? On va changer beaucoup de paramètres. Donc si on change beaucoup de paramètres, que le cheval a besoin d'ajuster son fonctionnement, le cavalier aussi, et que les sensations changent, il faut que le cavalier puisse être en mesure de s'en rappeler, et le cheval aussi. Voilà. Parce que si tu vas trop vite et si tu essaies trop de choses, le cerveau ne va rien retenir du tout, ni en termes d'informations techniques, ni en termes de sensations. Quand il y a trop d'informations, le tri, il se fait pas, ou il se fait vers ce qui est le plus facile pour toi d'apprendre et de retenir. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche, du coup. Donc, on s'est rendu compte, je dis on, mais les chercheurs surtout, en psycho et en sociaux, hein, moi j'ai rien fait du tout, mais ils se sont rendus compte que on avait une capacité limitée de retenir des informations et de les trier. Et que plus on multipliait les expériences et que plus on multipliait les choses à retenir, moins on en retenait et moins on était efficace pour les restituer. Voilà. Donc, je ne vois pas comment une personne qui aurait essayé 10 morts dans la séance, une fois qu'elle reçoit son compte rendu, se dise « Ah oui, avec celui-ci, mon cheval était comme ça, avec celui-là, mon cheval était comme ça, celui-là, je le sentais mieux par rapport à celui-là et tout. » Parce que ça veut aussi dire, si tu essayes tant de morts, que la séance a duré super longtemps. Moi, avec un maximum de 4 morts, 5 si je suis vraiment en galère, la séance, la partie montée, elle dure 1 heure. Ce qui est une séance à peu près normale. Si on en essaie moins, qu'on est arrivé plus vite au but, je laisse les gens travailler un petit peu plus avec leur embouchure, je laisse un petit peu plus de temps. Mais on ne peut pas demander à un cheval de rester mobilisé, concentré, et à un humain non plus d'ailleurs, pendant 2 heures à faire des efforts et à essayer plein de trucs. Voilà, c'est hyper contre-productif et ça ne sert qu'à perdre les gens. Si je te fais ça, si je te fais essayer 15 morts, qu'à la fin de la séance, tu sais plus où donner de la tête, tu as passé 2 heures à cheval, tout le monde est rôti, et que je te dis « c'est ce mort-là qu'il te faut prendre », tu vas prendre ce mort-là sans te poser de questions. C'est vrai. Voilà, donc je vais gagner peut-être beaucoup d'argent, mais j'aurais pas forcément réglé ton problème, du coup. Ouais. Voilà, donc c'est hyper important de cadrer, de faire en sorte en fait que les apprentissages, parce que c'est vraiment de l'apprentissage pour le coup, que les apprentissages ils puissent se faire de manière efficace, pour le cheval comme pour le cavalier. C'est vrai que moi je me rappelle que pendant les séances qu'on a pu faire ensemble, on a essayé peu de morts et que c'était assez... Enfin, je reviens sur ce truc-là, que moi ça m'avait vachement surprise de voir qu'en finalement en peu d'essais, on avait trouvé des très bonnes combinaisons qui m'apportaient une vraie différence avec le cheval. Mais je me suis aussi dit, je crois que sur Trifine, on a dû en essayer 3. Et je me suis dit, pas plus que ça. Enfin, plus que ça serait compliqué pour moi parce que on était quand même dans des trucs plus subtils, peut-être avec d'autres chevaux qui, eux, sont plus flagrants. Et je m'étais dit, déjà au 3e, je commençais à
perdre un peu le lien entre ce que j'avais ressenti et le mort utilisé. Donc c'est intéressant que tu aies expliqué ça, je pense, pour beaucoup de cavaliers. C'est un regard qui est résolument scientifique, quelque chose qui, moi, de mon point de vue, a tendance à manquer un peu dans le milieu équestre. Pourquoi est-ce que la science est si importante que ça à tes yeux? T'en as déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'on peut développer. Et que penses-tu de son usage ou de son absence d'usage dans le monde de l'équitation? Pour parler de l'aspect personnel de tout ça chez moi, je pense que ça vient énormément de mon environnement familial, assez simplement. J'ai une mère qui est très littéraire, j'ai un père qui est très technique, manuel, matheux sur les bords. Et du coup, que ça soit mon frère ou moi, parce qu'on est exactement dans la même situation, on aime bien gratter, tu vois. On aime bien aller chercher le petit truc, on aime bien aller comprendre ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on le fait comme ça? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Bon, quand on était enfant, ça nous a provoqué tout un tas d'angoisses pas très cool, mais maintenant on est adulte, on est déjà grand. Donc voilà, je pense que le côté personnel du truc, c'est juste une façon de vivre en fait. J'ai besoin, même dans le quotidien, de critiquer ce que je vois. Pas de critiquer dans le sens bitcher, hein, mais critiquer dans le sens... Ok, j'ai une information, est-ce que cette information est valable? Pourquoi? Où est-ce que je vais pouvoir aller chercher d'autres infos comme ça, etc. Par rapport au milieu de l'équitation, je te rejoins sur le fait que ça manque énormément, mais ça n'intéresse pas forcément les gens. Ça, c'est notre grande dame à toutes les deux. Le raisonnement scientifique, le développement de l'esprit critique, c'est super chiant. C'est super long, ça demande de se remettre en question tout le temps, ça demande qu'on se prenne des claques tout le temps. Et voilà, c'est hyper pénible, c'est hyper long et c'est hyper pas gratifiant. Donc je comprends que les gens n'aient pas envie de développer cet esprit-là. Après, plus sérieusement, je pense que ton rôle, comme le mien, comme celui de Eugénie, comme celui des autres qui travaillent avec moi, ou de certains ostéos, dentistes, etc., c'est justement rendre les informations scientifiques fiables, accessibles aux personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, en fait. Je m'en suis rendu compte, je ne sais pas si tu te rappelles, au tout début que j'avais ma page Facebook et mon blog, je faisais des articles de 28 km de long qui me bouffaient un temps exceptionnel et que personne ne lisait. Voilà. Et pourtant, j'ai eu assez vite une communauté assez vivante, assez voilà, dans l'échange, etc. Mais personne ne les lisait parce que, avec du recul, c'est super chiant. Après, oui, c'est une histoire de priorité parfois aussi dans la tête des gens qui se disent là. Mais oui, je comprends. Je me dis voilà, il y a quand même plus de personnes qui n'ont pas le temps ou pas l'envie, et c'est totalement légitime, que de personnes qui ont déjà cet esprit-là et qui le mettent à contribution. Mais ces gens-là montent aussi à cheval. Donc du coup, il y a quand même une question matérielle à s'approprier, même si tu n'as pas envie d'aller super loin dans la démarche de vérification, etc. Du coup, j'ai aussi un peu changé ma ligne éditoriale pour faire des choses plus condensées, qui soient plus facilement, toujours pareil, hein, on est toujours dans les questions d'apprentissage, qui puissent être synthétisées facilement et retenues aussi facilement par les gens, sans que ça prenne un temps fou et sans que ça demande un effort particulier. Du coup, toujours par rapport à ce décalage entre les cavaliers et puis la démarche scientifique, de mon point de vue, on a toujours un petit peu le sentiment qu'il y a un espèce de gros gap, un trou noir entre les chercheurs et le grand public, enfin le commun des mortels des cavaliers. Et il y a quelques scientifiques qui essayent de vulgariser leur travail. Donc pour en citer quelques-uns, évidemment, il y a toujours Hélène Roche en éthologie qui est quand même celle qui s'est fait une spécialité de vulgariser les travaux des scientifiques. On voit Léa Lansade qui est très active sur Facebook pour diffuser pas mal de petites choses en éthologie. Alors je parle de l'éthologie là en l'occurrence, mais je pense qu'on peut aussi parler d'Hilary Clayton dans biomécanique qui a essayé de faire beaucoup de travaux en anglais. Et puis on a Andrew MacLean, enfin bref, si on les cite tous, on va un peu faire une liste assez longue quand même. Mais c'est pas forcément les personnes qui vont avoir le plus de popularité. Je parle vraiment dans le gros des cavaliers, de clubs, de CSO, vraiment la masse des cavaliers. Qu'est-ce que tu penses justement de ce gap entre la recherche et le grand public? Alors qui est pas que spécifique, je pense, au monde du cheval, hein, qui existe aussi dans la vie normale, sur plein d'autres domaines beaucoup plus généralisables. Est-ce que ton blog, donc beatfitting.fr, hein, c'est ça, s'inscrit dans cette démarche-là? Et quel
quelle est la réception de ton lectorat justement par rapport à des faits scientifiques qui parfois vont challenger des idées reçues très répandues ? Alors, le but de mon blog, oui, c'est en grande partie la vulgarisation. D'ailleurs, tu cites Clayton, par exemple, Hilary. J'utilise énormément ce qu'elle fait pour appuyer mon travail. Après, voilà, du côté des chercheurs, c'est super dur d'être chercheur, déjà, de base, et c'est encore plus dur de l'être dans le milieu du cheval. Voilà, parce qu'en termes de financement, très honnêtement, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, ils font et ça donne du grain à moudre. Après, il y a aussi toute une partie de bon sens et il y a toute une partie, tu vois, je reprends que je peux savoir en maths ou en physique. Ça aussi, ça fait partie de la vulgarisation. C'est pas des études scientifiques, par contre, c'est des choses qui sont admises dans l'univers dans lequel on vit actuellement et là où sont nos connaissances pour l'instant. Donc tout ça, c'est des informations que j'utilise. Le but vraiment du blog, c'est de venir chercher un petit peu plus d'informations que ce que je peux mettre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les posts, c'est très court. Sur Instagram, par exemple, on est très limité en caractères. Donc, il faut une accroche, une information pertinente qui soit utilisable tout de suite. Mais si tu as envie d'aller plus loin dans la découverte de cette thématique, tu as l'article de blog qui est beaucoup plus long et plus fourni, qui va te donner des explications supplémentaires. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là que je suis, parce que j'ai envie de rendre l'ergonomie, entre guillemets, du matériel accessible à tout le monde, tu vois, et que une idée reçue en remplace une autre. Oui. Hier, on en parlait avant de démarrer l'interview. J'ai posté sur l'épaisseur des embouchures, parce qu'il y a une idée reçue qui est très répandue, qui est que plus l'embouchure est volumineuse, plus elle est confortable pour le cheval, enfin plus elle est douce, je déteste ce mot. Il y a tout un tas de personnes qui vont lire le post et se dire « Ah tiens, c'est quelque chose que j'ai jamais cru, donc ça me conforte et c'est cool, voilà. » Ou ah tiens, ça c'est un truc auquel j'ai cru à un moment ou auquel je crois en ce moment, mais je vais remettre en question ça parce qu'effectivement ça me paraissait bizarre et voilà. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui va dire ah tiens, je pense l'inverse, du coup j'ai pas envie que ça brise mon jugement et donc je vais continuer à m'opposer en fait à ça. C'est s'opposer à quelque chose qui est évident, qui est logique, qui est quantifiable en plus, mais c'est comme ça. Ça, c'est très individuel. Tu peux pas convaincre tout le monde et c'est pas le but non plus. Hein. Le but, c'est que chacun fasse son cheminement mental de son côté. Mais de manière générale, c'est assez bien reçu, que ce soit un minimum sourcé et que ça soit un minimum pointu. Voilà. Après, je ne suis pas trop pointue, j'ai vraiment appris que dans le langage aussi, il fallait faire des phrases plus courtes, des paragraphes plus courts, des articles plus courts et utiliser des mots voilà, qui sont plus ancrés dans notre quotidien, qui sont plus faciles à comprendre. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai refondu un article de blog qui parle de l'effet de torque. C'est en fait quand tu as l'anneau de ton mors, tu as une force qui s'exerce de façon tangentielle au mors et c'est ça qui fait par rapport à l'axe que ton anneau va tourner. Ça, si je te l'explique comme ça à l'oral et que je te fais des gestes, tu vas le comprendre. Je l'avais mis à l'écrit et j'ai eu je sais pas combien de questions en mode c'est quoi une tangente, c'est quoi l'effet de torque, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Et c'est tout à fait normal. Voilà, moi c'est un langage que j'utilise tous les jours, donc ça me pose pas de problème, mais tout le monde n'est pas dans mon cas. Voilà. Ah bah non, clairement. Ouais. Voilà, il a fallu trouver une autre manière d'expliquer ce qu'est la force tangentielle qui fait tourner l'anneau du mors. Je pense que dans le milieu aujourd'hui, tu es la seule qui donne autant de détails techniques quand tu vas expliquer certains phénomènes par rapport aux embouchures et à la briderie dans tes articles. Et je pense que c'est ça aussi qui te différencie et qui fait que tes articles apportent une vraie valeur ajoutée au lecteur. Ensuite, j'aimerais qu'on parle un peu, forcément, c'était impossible de te parler sans évoquer les débats autour du mors, des museroles, etc., etc. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une branche de l'équitation qui n'est pas concernée par un débat ou deux. Et toi, tu es sur un des trucs les plus sensibles.
Mort sans mort, muserolle, pas muserolle, muserolle serrée, muserolle pas serrée. Enfin, on a beaucoup de débats. Je pense que personne n'y a échappé, à moins qu'on l'en vive dans une grotte. Comment est-ce que tu gères ce genre de discours ? J'explique. Je suis pas, voilà, comme j'ai pas cet esprit là d'opposition, mais plutôt un esprit de synthèse. D'emblée, je vais jamais te dire, je rejette ça ou j'accepte ça en un seul bloc, sans y réfléchir. Voilà, ça c'est vraiment pas mon truc. Donc quand je suis face à des débats comme ça, j'explique, voilà, du mieux que je peux. Ce qui me gêne énormément, tu vois, par exemple avec le mort ou sans mort, muserolle ou sans muserolle, c'est que on parle d'un outil, donc d'un objet qui est inerte de base, comme ayant une volonté propre de faire et de faire mal. Et du coup, ça permet de se dégager, tu vois, de se distancier de l'utilisateur de l'outil, qui lui est le véritable fautif d'une utilisation inadéquate, du coup. Donc, j'aime pas déjà cette distance qui est mise. Une muserolle toute seule, elle va pas sauter sur ton cheval, l'attaquer et lui enserrer le nez. Voilà, ça n'existe pas. Dans tes cauchemars, peut-être, ça peut, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc, par contre, critiquer et condamner des utilisations de ces objets qui sont abusives, ça, oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais condamner l'objet en lui-même, ça, je suis pas d'accord. Et donc, pour expliquer, le meilleur moyen, c'est de partir du fait que, voilà, on est devant un outil. Tu as un outil, tu dois te poser la question, est-ce que cet outil peut m'être utile ou pas ? Déjà, tu réponds à cette première question. Si la réponse est oui, cet outil peut me servir, quel que soit l'outil, il faut te demander pourquoi est-ce qu'il peut te servir. Pourquoi est-ce qu'il peut me servir ? Est-ce qu'un autre outil ne ferait pas mieux par rapport aux besoins que j'ai ? Si la réponse à cette deuxième question est non et qu'à la première c'est oui, alors tu peux passer à l'étape suivante qui est de te dire j'ai besoin de cet outil parce que j'ai évalué que c'était le meilleur compromis par rapport à mes besoins. Donc maintenant, troisième question, comment est-ce que j'utilise cet outil ? Et dans la façon d'utiliser cet outil, il y a quelque chose qui est sain et logique et quelque chose qui ne l'est pas. Donc il faut éduquer les gens sur ce qui est sain et sur ce qui n'est pas sain pour que l'utilisation de l'outil, si cet outil est effectivement utilisé, soit saine, tout simplement. Parce qu'après, le fait que tu aies des débats comme en mort ou pas avec mort, c'est des faux débats de toute façon, puisque tu ne parles pas des mêmes outils. Et à partir du moment où tu n'as pas les mêmes outils, c'est que tu n'as pas forcément les mêmes buts avec ces outils et que tu n'as pas des façons de les utiliser qui sont les mêmes non plus. Donc tu ne peux pas préjuger de quel outil est meilleur ou pas sans te poser tout le reste des questions qu'il y a derrière. Pourquoi il le serait, pourquoi il ne le serait pas et comment l'utiliser. Sur la problématique des muserolles, par exemple, j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs, qui est dispo sur le blog. Il faut remettre l'église au milieu du village. La muserolle, en elle-même, c'est un bout de cuir. J'explique dans l'article qu'elle peut être utile en plus chez certains cas. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'ai encore vu un cheval sur lequel je l'ai conseillé, pas de façon permanente, mais de façon un peu ponctuelle, le temps que le cheval comprenne une information que la cavalière ne parvient pas à lui donner sans, et qui surtout va préserver sur le long terme sa santé, puisqu'on était face à un début de développement d'arthrose sur les ATM. Voilà, donc ça fait partie des moments où tu te dis, le cheval est bien sans, mais avec, j'ai aussi un avantage supplémentaire. Cette dame n'avait jamais mis une muserolle sur son bridon, jamais de la vie, donc je lui ai expliqué comment on la met, comment on la règle en hauteur, comment on la règle en épaisseur, ce que le cheval doit pouvoir faire quand la muserolle est réglée, qu'est-ce qui doit lui indiquer qu'elle n'est pas bien réglée, et puis dans tous les cas, si elle a des questions, elle m'envoie des photos. Mais voilà, j'aime pas aller dans ces faux débats-là et j'aime pas que ce soit A ou B. Voilà, ouais. Y a tout un tas de choses au milieu. Il n'y a pas que blanc, que noir. Il y a aussi du gris. Et comme c'est très individuel et comme c'est des paramètres qui sont très changeants, j'aime pas beaucoup le dogmatisme. J'aime pas beaucoup la condamnation systématique de certaines choses. Et surtout pas dans le cadre d'outils qui n'agissent pas tout seuls, parce que les pauvres, ils n'ont rien fait, quoi. Pour la libération des morts et des museroles.
On les accable de tout plein de mots dont ils ne sont pas responsables. Ouais, c'est aussi une façon de ne pas nous mettre en responsable. Hein. C'est plus facile. Hein. C'est plus facile. Hein. Non, mais ça, bon, ça c'est un autre débat, mais très intéressant. Pourquoi est-ce que tu t'es passionnée pour l'ergonomie des embouchures plutôt que par exemple la selle? C'est des enjeux très différents, je pense, dans ces deux domaines-là, mais il y a aussi beaucoup de similarités. Pourquoi est-ce que tu as préféré les embouchures plutôt que l'autre? Parce que l'interface de la selle, c'est très pénible. Non, mais la selle, si tu veux, ça m'intéresse aussi, mais que dans la mesure où ça peut me servir pour mon côté à moi. Voilà, c'est comme ça. Je trouve que l'interface est très compliquée parce que, très grossièrement, hein, je vais te faire un truc très schématique. Sur les embouchures, j'ai 80% de mon boulot, c'est côté cheval. Voilà. Qu'est-ce qui va au cheval, qu'est-ce que le cheval préfère, comment le cheval se comporte, comment il gère le truc. Et du coup, j'ai que 20% de gestion de l'humain. Ça va être par exemple comment l'humain gère son contact, comment l'humain gère ses rênes, comment il gère sa posture avec telle ou telle configuration. La selle, c'est vraiment 50-50. Voilà, tu peux être hyper bien côté cheval et pas bien du tout côté cavalier. Et comme tu es en 50-50, tu es super embêté. Voilà. Moi, je suis très admirative de mes collègues qui travaillent sur la selle parce que vraiment, c'est une interface qui est tellement compliquée. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Et il y avait aussi le fait que les embouchures, ça faisait suite à un problème d'équitation que j'avais aussi à ce moment-là. Parce que j'ai travaillé beaucoup de chevaux qui sont dits près du sang. Donc très fébrile de manière générale et très peu à l'aise avec les questions du contact. Voilà, pour des questions structurelles, mais aussi pour des questions d'éducation, malheureusement. Si on peut appeler ça de l'éducation, bien sûr. Voilà. Une absence d'éducation. Voilà, j'avais donc ces problématiques-là personnelles et surtout, je me suis toujours demandé, mais la selle, on voit bien immédiatement les avantages qu'elle peut donner dans la répartition des pressions et dans la façon de travailler et de se mouvoir. Les embouchures, c'est quand même curieux de se dire que quelque chose qui est dans la bouche et relié à quelque chose qui est sur la tête peut modifier ces paramètres-là. Donc il y avait aussi une curiosité en mode, mais toujours pareil, pourquoi est-ce que voilà, l'embouchure provoque ça? Voilà, comment est-ce que c'est possible? Et on va se l'accorder aussi quand même entre toi et moi, et ceux qui nous écouteront, le concept même du contact, c'est trop bizarre. C'est vrai. Non mais c'est vrai, tu communiques avec quelque chose, avec un outil qui est placé dans la bouche, ou avec un outil qui est placé sur le nez, ou avec un outil qui est placé sur le poitrail, à coup de pression et d'absence de pression. Et avec juste ça, tu as une codification qui est hyper riche, hyper complexe, et tu fais faire des trucs de ouf avec ton cheval. C'est quand même bizarre comme truc. Ouais. Voilà, il y avait aussi cette curiosité-là d'aller chercher et de me dire, je le fais instinctivement parce que je suis cavalière depuis... ça va faire très mal depuis 21 ans. Waouh, la vieillesse. Donc je le fais instinctivement depuis très longtemps parce qu'on m'a mis une paire de rênes dans les mains comme tout le monde. Mais voilà, je voulais aussi me poser la question de pourquoi, comment, avec quoi et tout le reste qui va derrière. Voilà, mais après on se rejoint entre la selle et le bridon et le mors parce que on veut tous que ça aille dans le même sens, hein. C'est que le cheval puisse bouger librement, s'utiliser pleinement sans qu'il y ait de risque pour sa santé ou pour son moral. C'est un métier, je crois, qui est un peu moins installé que celui de saddle fitter ou en tout cas conseiller en ergonomie de la selle aujourd'hui. Comment réagissent les cavaliers sur le terrain lorsqu'ils entendent parler de tes services, de tes compétences et de ton point de vue, comment convaincre plus de cavaliers de passer par une séance d'ergonomie de la briderie et des embouchures? C'est une question que je me suis posée très tôt parce que je ne vois en séance que les gens qui sont motivés pour me faire venir.
J'ai eu quelques cas où j'ai fait des séances avec des gens qui souhaitaient pas ma venue. Des cavaliers pros, par exemple, dont c'est le propriétaire du cheval qui m'a appelé, mais c'est pas eux qui m'ont fait venir de base. Et après, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai eu à chaque fois des belles surprises. Des cavaliers pros d'abord un peu fermés au truc, puis qui finalement ils trouvent un intérêt et du coup ouvrent la discussion à tout ça. Donc je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi, mais voilà, c'est arrivé. Après, de manière générale, je ne fais pas du tout ce travail de convaincre. Tu vois, même sur les réseaux et tout, je donne plein d'infos, mais tu verras jamais de trucs en mode pourquoi il faut m'appeler absolument, me faire venir, pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire voir. J'insiste là-dessus pour le dentiste, voilà, parce que c'est des questions de santé et ça, je te dirais toujours, faut faire suivre ton cheval par un dentiste. Ça, je t'y oblige, et si je pouvais venir te mettre un couteau sous la gorge, je le ferais. je suis une dingue. Mais pour les embouchures, je pense que c'est aussi une démarche personnelle. Il faut être prêt à se remettre en question jusque-là. Voilà. C'est ce qu'on disait un peu à la question précédente, quand je te disais on m'a mis une paire de rênes dans les mains et puis basta, je ne me suis pas posé la question jusqu'à être où je suis aujourd'hui. Donc la démarche, c'est remettre en question en profondeur des certitudes que tu as depuis déjà peut-être très longtemps. Donc du coup, c'est aussi une remise en question personnelle et c'est surtout une mise de côté de son ego. Est-ce qu'on peut parler 30 secondes de l'ego généralement des cavaliers ? Je crois qu'il vaut mieux pas en parler. Je crois qu'il vaut mieux pas évoquer ce sujet. Voilà. Donc, ça demande de remettre en question ses acquis, ses savoirs et ses perceptions. Et ça demande de mettre de côté son ego. De dire, ok, j'ai pas suffisamment de connaissances, moi, là-dedans. Ou j'ai pas, ça peut être autre chose, hein, j'ai pas suffisamment d'argent, j'ai pas suffisamment de temps aussi, tout simplement. Donc, je confie le soin de parler de mon matériel et de m'apporter des réponses à une tierce personne. D'accord. Et ça, selon l'ego des gens, ça passe plus ou moins bien. C'est une démarche qui se fait ou qui au contraire ne se fait pas du tout. J'ai cette constatation-là, par exemple, chez des cavaliers, généralement des hommes d'un certain âge, donc qui ont connu une époque équestre qui n'est plus aujourd'hui, et qui ont basé toute leur carrière, entre guillemets, équestre, sans se poser une seule fois la question de l'impact matériel. Donc il y a aussi le fait de te dire « Ouah, mais peut-être que pendant tout ce temps, j'ai mal fait ». Et surtout, par rapport à ma performance sportive, j'aurais peut-être pu aller super loin, au-delà de là où je suis allée. Voilà. Donc il y a aussi un peu de frustration derrière, qui est totalement compréhensible. Oui, tout à fait. C'est n'importe quel sportif, d'ailleurs, une fois à la retraite ou en train d'entraîner la génération précédente, peut se dire, putain, mais si j'avais su ça avant, peut-être que mes performances auraient été beaucoup plus brillantes, ou je serais allée un peu plus loin, ou je me serais pas blessée, ou voilà. Tout un tas de choses. Je pense que les cavaliers font pas du tout exception à la règle. Donc c'est pour ça, il y a une démarche personnelle. Moi, je vais vers les gens qui m'ouvrent la porte, mais je mets pas le pied dans l'entrebâillement de ta porte. Voilà, si tu veux pas me voir, tu me verras pas. Voilà. Mais par contre, si tu fais la démarche de m'appeler, de m'ouvrir la porte, et bien à ce moment-là, c'est que tu es prêt sur tout un tas de domaines différents. Et à ce moment-là, on peut travailler ensemble efficacement. De toute façon, de manière générale, travailler avec quelqu'un d'ouvert à toi et travailler avec quelqu'un de totalement fermé à toi, déjà c'est hyper désagréable de travailler avec quelqu'un qui veut pas travailler avec toi. Et en plus, ça n'amène rien de bon, parce que toi, tu as dépensé du temps, de l'argent et de l'énergie pour quelque chose qui n'aboutira très certainement pas, parce que la personne n'était pas prête à ça tout de suite. Donc ça sert à rien. Donc convaincre, je le fais pas. Par contre, aller vers, je le fais. Donner des informations le maximum que je peux pour que des choses logiques deviennent des réflexes, je le fais, mais je force pas la main. On va un petit peu reparler, je pense, des chevaux là-dedans. Toi, tes clients, c'est les humains, c'est pas les chevaux, mais tu disais tout à l'heure que ton travail, c'était 80% plutôt sur le cheval. Et du coup, j'aimerais un peu parler de ça, alors rapidement. On a parlé pas mal de fois ensemble, en off, en dehors de ce podcast, du fait que les chevaux rendaient difficile l'application de modèles théoriques stricts.
et que c'était ça qui faisait à la fois le côté passionnant des chevaux, à la fois le côté qu'on a envie de les emplafonner quand ça rentre pas dans les cases. Mais il y a quand même il y a un truc un peu chouette dans les chevaux, il y a un truc un peu fascinant du fait que c'est du vivant et c'est des animaux très complexes. Et toi, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que tu arrives avec des modèles, je sais pas si je peux dire mathématiques, mais c'est quand même des modèles avec vraiment une analyse qui est très approfondie, très technique, et tu dois appliquer ça sur du vivant. Comment est-ce que tu gères cette dualité-là ? Déjà, alors j'ai essayé au tout début de mettre les chevaux dans les mêmes cases que je mettais les morts. Ça ne marche pas. Voilà, n'essayez pas, ça ne marche pas. Voilà. Mais c'est ce que j'ai fait au départ, parce que je me suis dit, voilà, chez des chevaux un peu semblables, que ça soit sur des critères morphologiques, sur des capacités physiques, sur des questions de race, de caractère, etc., forcément, je vais retrouver un peu les mêmes templates, entre guillemets. Pareil, chez 10 chevaux qui ont le même problème, peut-être que je vais trouver quand même au moins 8 ou 9 fois la même solution. Ouais. La vérité, c'est qu'en fait, pour 10 chevaux qui ont le même problème, tu trouves souvent 10 solutions différentes. Voilà, donc ça fait une sacrée claque derrière la tête. Donc, je me suis cantonnée à classifier les embouchures. Voilà. Comme on le disait, c'est des objets qui sont inertes. Le fait que ça soit des objets, ça me permet de les mettre dans des cases, ça me permet de les classifier, d'étudier leur comportement intrinsèque et leur comportement dans un référentiel donné. Voilà. Donc c'est ça en fait qui me permet juste d'avoir l'ordre d'idée. Le premier protocole que je te disais, c'est que voilà, je sais que mon embouchure, elle fonctionne comme ça, quand le bridon est comme ça, quand l'utilisation des rênes est comme ça, quand machin. Donc, pour le cas qui m'occupe, ça peut présenter un intérêt. Ensuite, ce qui se passe une fois que tu es sur le vivant, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, des fois, mon protocole, le plus souvent, mon protocole est adapté au cheval et à ce qu'on est en train de chercher avec son cavalier. Mais il arrive aussi des fois que mon protocole, le cheval le prenne, le jette par terre et puis le piétine avec ses sabots. Voilà, ça c'est arrivé aussi. C'est pas arrivé beaucoup de fois, parce que maintenant, en plus, voilà, je suis rodée, j'ai une connaissance de mon matériel qui est... je suis capable de les modéliser dans ma tête maintenant, donc je gagne énormément de temps. Mais ça m'est arrivé, voilà, d'arriver en disant, je vais là, je veux aller là, je pense qu'y aller comme ça, c'est le meilleur chemin, et où le cheval, il me dit, ah, tu crois ? Ah non, pas du tout. Voilà, donc... Je le vois pas en fait comme quelque chose de réellement très séparé, parce que entre ce qui est ma théorie et ce que je vais appliquer après derrière en pratique, j'ai très peu de dissonance de manière générale. Par contre, ça m'arrive d'en avoir, mais quand ça m'arrive, c'est des très grosses. Voilà, c'est-à-dire que je me suis jamais un peu trompée. Voilà, c'est ça qui est compliqué aussi, je me suis jamais un peu trompée. L'avantage que j'ai eu, c'est que je suis tombée à chaque fois sur des cavaliers hyper ouverts au truc, en mode non mais attends, ok, y a pas de souci, on va en discuter, etc. Mais voilà, ça m'est arrivé soit de me planter dans la temporalité. C'est une cavalière son cheval s'appelle Lidador, donc peut-être si elle nous écoute, elle se reconnaîtra. Et son cheval, je me suis trompée dans la temporalité. Je lui ai trouvé une embouchure, il était assez jeune quand je l'ai vu. Je lui ai trouvé une embouchure qui allait bien sur le moment et je n'avais absolument pas prévu un développement aussi rapide de ses capacités à la suite de mon intervention. Voilà. Et donc du coup, quelques mois après, au lieu que ça soit quelques années après, le mort auquel j'avais pensé pour lui, le cheval il s'ennuyait dessus. Donc du coup, on a été obligé de trouver une autre solution, etc. Donc plantage dans le temps. Il n'y a pas longtemps, je parlais dans un article de Attila, un cheval que j'ai vu chez Gina Pitti. Attila, ça m'a fait exactement la même chose. J'avais mon schéma tout tracé. Alors lui, c'était pas un problème de temporalité. C'est que quand j'ai évalué les critères physiques, morphologiques et locomoteurs du cheval, je ne l'ai pas imaginé aller là où il est allé.
Voilà, donc voilà, erreur de ma part, je l'ai sous-estimé, ce cheval. Et donc il m'a dit, bah non, en fait, tu vas arrêter de me sous-estimer parce que moi je vais là, en fait. Voilà, tu me suis pas, tu fais ce que tu veux, mais moi je vais là. Voilà. Et donc du coup, pareil, mon protocole qui était hyper calé, au final, les 3 embouchures que j'avais en tête pour lui, bah c'était pas ça. Et la 4e qu'on a essayée n'était même pas dans mon protocole de départ. Donc quand il y a un plantage, c'est un vrai plantage, ça, pas de problème là-dessus. Mais voilà, de manière générale, on va dire dans 98% des cas, le protocole est assez adapté et le chemin pour arriver jusqu'au but qui est fixé, donc pas tellement par moi, mais surtout par le cheval et par son cavalier, voilà, on arrive à l'atteindre quand même relativement facilement. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une branche du monde équestre qui échappe à la remise en humilité que les chevaux peuvent opérer sur les gens. Très, très clairement. Pour clôturer cette interview, j'aimerais qu'on parle concrètement des bénéfices qu'on peut retirer d'une consultation avec toi. Je l'ai déjà dit, mais j'ai parlé d'une jument qui est dans l'écurie où je me situe, qui est quand même passée d'un mode limace à un mode fusée juste après avoir changé d'embouchure. Je crois que t'as même pas changé une pièce du filet, il me semble que ça a été que l'embouchure. Et moi j'étais ultra bluffée parce que c'est un cheval qui a beaucoup de problèmes, arthrose, kissing spine, enfin c'est pas un cheval simple, mentalement c'est pas un cheval simple. Et c'est vrai que le côté on-off juste avec une embouchure adaptée était ultra impressionnant. Et du coup j'aimerais un peu peut-être que tu décrives quels bénéfices on peut espérer, attendre, quelles conséquences positives on peut avoir suite à une séance une consultation avec toi. Alors, je n'ai pas changé que le mors, j'ai changé les rênes et j'ai changé la posture de la cavalière aussi. Ah, bah écoute, tu pourrais en parler un petit peu, alors juste pour expliquer pourquoi est-ce que les rênes et la... Je vais commencer par la base qui est, mon job, c'est du préventif. Voilà. Et c'est en ça que la façon dont je fais mon travail rejoint celle des bitfitters. Parce que ce but-là, qui est la prévention, c'est le même. Pour la selle, c'est pareil. Que ce soit conseiller en ergonomie équestre ou saddle fitter, le but est le même. C'est de la prévention. C'est-à-dire adapter l'outil à son utilisateur et à son environnement pour limiter, voire supprimer le risque de blessure. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Ça n'appelle aucun élément technique ni quoi que ce soit. C'est la première étape. Une fois que cette première étape elle est atteinte, c'est là qu'on peut aller un peu plus loin dans le technique, du coup. Donc ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a, je dirais 1 an et demi, un truc comme ça. Je ne parvenais pas à comprendre, malgré tous les calculs que je faisais, comment c'était possible que j'ai autant de différences sur la montée de la cage thoracique. Pour refaire schématiquement le truc et pour que les gens puissent se l'imaginer, pour que la cage thoracique monte, donc que le garrot monte entre les épaules et qu'on ait du coup une ligne de dos qui soit tonique et fonctionnelle, il faut que les hanches puissent s'abaisser, que le jarret puisse fléchir et que les postérieurs puissent venir plus loin sous la masse. Tout ça est relié du coup à la capacité des chaînes posturales de l'avant-main à se mobiliser de la même manière, c'est-à-dire de manière souple et tonique. Et donc, je savais déjà que la liberté disponible pour la langue était une donnée extrêmement importante dans ce que je faisais. J'avais pu le constater sur le terrain, mais je n'avais jamais relié les appuis différents et les libertés différentes de la langue directement à ce qui pouvait se passer au reste du corps. Et du coup, je suis passée en fait d'une constatation un peu passive, en mode ok, là les chaînes posturales antérieures peuvent fonctionner, donc les chaînes posturales postérieures peuvent fonctionner, à une attitude plutôt active, où du coup là vraiment, c'est moi qui vais chercher tel ou tel fonctionnement. Et du coup, en fait, j'ai vraiment développé une façon de travailler sur la verticalité du cheval dans son équilibre. C'est de ça du coup dont tu parles chez cette jument qui avait en fait au départ plutôt tendance à creuser le dos et à se mettre en fait dans une posture protective pour elle parce que une fois comme ça, le dos bougeait plus. Ce qu'il a fallu lui faire comprendre, c'est que
son dos peut se mettre dans une posture plus confortable et plus fonctionnelle si elle fait l'effort de mettre son dos, entre guillemets, dans l'autre sens. Et au lieu de se creuser, monter la cage thoracique et faire vraiment un pont sous la selle. Et du coup, maintenant, grâce à la connaissance de mes outils et grâce à ce que je sais en faire, je peux le déclencher. Voilà. Et du coup, le reste du but du jeu, dans mes séances, quand on arrive sur la partie technique, c'est de trouver le bon équilibre entre la posture qu'on est en train de rechercher et la tonicité et la force musculaire que ça demande au cheval. Voilà. En gros, de trouver un équilibre où le cheval a une posture fonctionnelle et peut-être même débloque des choses techniquement sans que ça soit trop fatigant pour lui et que, toujours pareil, à terme, ça provoque des blessures ou un développement musculaire inharmonieux ou tout un tas d'autres désagréments. Donc voilà, dans un premier temps, la prévention, s'assurer que son matériel fait bien. Et dans un second temps, la partie vraiment technique pour aller chercher la petite bête, etc. On n'est pas obligé de l'avoir, hein, cette seconde partie. Ça, c'est vraiment en fonction des besoins des cavaliers. Voilà. Je remarque que, par exemple, la partie technique, j'y arrive plus rapidement chez les cavaliers pros, par exemple. Oui. Voilà, parce qu'ils ont déjà un peu tout le côté préventif, voilà, ils savent ce que c'est et il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc derrière, on peut passer à quelque chose qui va vraiment améliorer leur performance sportive. Voilà, donc on va vraiment aller chercher du technique. Après, il ne faut pas que ça fasse peur aux cavaliers non plus. Ça m'arrive très souvent, même tout le temps, de passer à la partie technique chez des cavaliers de loisirs et des cavaliers amateurs. Voilà, parce qu'au-delà de la performance sportive, il y a aussi très simplement la performance motrice. Donc, si on facilite la tâche au cheval, qu'on arrive à l'amener naturellement dans une posture où tout seul, entre guillemets, il va se muscler, il va se tonifier, faut pas s'en priver. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as vu quelques-unes de mes clientes et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, mais Laetitia, c'est une sorcière, je comprends pas comment changer de mort, ça peut améliorer l'impulsion de mon cheval. Et notamment une cavalière qui a senti ça dès le moment où tu fais essayer de mort reine longue. Et tu nous demandes de pas agir sur le mort pour que le cheval s'habitue un petit peu. Et donc j'ai une cavalière qui m'a dit ça. J'étais reine longue, c'est un cheval qui avance pas beaucoup et déjà l'impulsion avait carrément changé quoi. Et c'est vrai que quand on n'y connaît rien, et que moi j'ai aucune notion de physique, de maths, de rien du tout. C'est vrai que ça fait magique un peu. Tu te dis oh la vache, on met le bon mort et ça y est, j'ai acheté un moteur à mon cheval. Et donc dans les bénéfices qu'on pourrait du coup avoir, c'est peut-être tout ce qui est stabilité de contact, je suppose, tout ce qui va être aussi relation à la main. Et je me demandais aussi, pour terminer, je me demandais comment est-ce que tu gères aussi, par exemple, des cavaliers qui ont une main qui est pas très stable, qui est peut-être pas très bonne, pas encore très bonne. Est-ce que ton mort est choisi aussi en fonction des actions de main des cavaliers? Parce qu'on a des cavaliers qui vont monter les mains là, les mains là, les mains là, et tu t'adaptes à ça alors du coup. Ouais. Il y a quand même 20% qui est le cavalier. Voilà, dans l'équation. Donc du coup, oui, son contact, sa latéralité, sa préférence manuelle va aussi orienter du coup comment je gère le truc. Pour revenir à ta cavalière, où je disais je lui ai aussi changé les rênes, c'est aussi une question de posture chez elle. Elle avait des rênes en fait sur lesquelles elle ne pouvait pas fermer tous ses doigts. Et donc du coup, en fait, elle avait que l'index qui était en alignement vertical et tous les autres doigts qui partaient en vacances un peu vers l'extérieur de la carrière. Et le problème, c'est que cette posture lui écartait les coudes du corps et lui fermait le thorax. Donc, comme sa jument avait déjà tendance à se mettre un petit peu sur les épaules et à éviter de fonctionner avec son dos, le fait que sa cavalière ait le thorax fermé et soit projetée en avant, ça ne pouvait pas faciliter les choses. Donc, à travers la préhension des rênes par les mains, on peut aussi modifier un peu la posture du haut du corps. Et ça a un impact, une influence générale forcément sur la façon dont le cavalier va se tenir et être assis aussi dans sa selle. Il faut aussi bien avoir conscience que le mort seul, c'est pas la totalité de l'équation. Et que le contact seul, c'est pas la totalité de l'équation non plus. Voilà, parce que tout est lié.
Si on a une mauvaise assiette, par exemple, qu'on est mal assis dans sa selle, qu'on ne peut pas descendre ses jambes, qu'on ne peut pas s'asseoir vraiment bien au centre de sa selle et au-dessus du centre de gravité de son cheval, on ne pourra pas avoir un bon contact. Ou alors on le pourra, mais au prix d'efforts qui sont beaucoup trop importants pour la situation. Voilà. Ce que je dis souvent aux cavaliers en séance, c'est que prendre les rênes dans ses mains, tenir ses rênes, ça devrait être aussi facile que de trotter enlevé. Oui. Voilà, on ne devrait pas avoir à penser à comment je trotte enlevé ou tiens, comment est-ce que je tiens mes rênes, est-ce que tous mes doigts sont dessus, est-ce que mes coudes sont au corps, est-ce que truc. Tout ça, c'est des questions qui fatiguent et qui ne te permettent pas du coup de te concentrer sur autre chose. Donc tu parlais tout à l'heure de la stabilité du contact, de l'acceptation, etc., du moteur que ça peut développer. Tout ça, en fait, ça découle directement de l'adaptation locale du mort, du fait que la langue puisse jouer son rôle de langue et que, du coup, toutes les chaînes posturales antérieures puissent se détendre et fonctionner. Voilà. Et tout le fonctionnement, toute la partie fonctionnelle de l'avant-main va se répercuter sur l'arrière-main. Donc en fait, finalement, on en revient à ce qu'on disait au début, qui est que ta démarche, comme la démarche de finalement beaucoup de praticiens équestres, s'inscrit globalement. C'est-à-dire que c'est pas un truc isolément, c'est ça, plus l'ostéo, le dentiste, la selle qui est bien adaptée, l'équitation du cavalier, la santé du cheval, etc. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on peut avoir une consultation avec toi? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, avec le Covid en ce moment, pas aussi souvent et aussi loin qu'avant, ça c'est une certitude. De manière générale, moi, ma zone d'intervention habituelle, elle est de 1h30 autour de Toulouse. Pour des questions de facilité déjà, et puis d'impact environnemental aussi, parce que je me suis déplacée beaucoup les 2 dernières années, mais j'ai par conséquent aussi beaucoup pollué, donc j'aimerais aussi changer un peu cet état de fait. Après, de manière générale, sur mon blog, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a énormément d'informations. Je les ai toujours voulues gratuites et en accès libre. Voilà, donc elles sont là de façon permanente. J'ai fait un sommaire qui est épinglé au blog où on peut retrouver toutes les rubriques et cliquer directement dessus, voire rechercher un mot si on a un terme particulier à chercher. Donc déjà ça peut aider un petit peu les cavaliers à nourrir leur réflexion et déjà commencer à voir s'il n'y a pas certaines choses qu'ils peuvent faire déjà de leur côté sans penser forcément tout de suite à avoir une séance. Après, l'autre but, et c'est ce qu'on est en train de développer et de redévelopper dans le cas de Génie, du coup, ça va être la formation professionnelle que j'aimerais énormément mettre en place dans pas trop longtemps, pour qu'il y ait plus de gens comme moi en territoire, qu'il y ait une zone, voilà, pareil, définie, et qui, à leur tour, puissent localement répondre à la demande des cavaliers. Voilà, je me suis rendu compte, et je l'ai payé très cher, que je ne pouvais pas tout faire toute seule. Voilà, on ne peut pas être partout, et on ne peut pas être tout le temps. Voilà, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc voilà, j'aimerais bien former des gens et voilà, je suis en train de travailler à tout un tas de choses pour, là où je ne suis pas, trouver une solution de remplacement et là où quelqu'un pourrait être, établir quelqu'un qui sera là du coup pour faire ce même travail avec cette même méthodologie du coup. Donc ça, pour avoir des informations là-dessus, on te suit sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, ton blog. Et le blog. Ok, parfait. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, ouais. Merci beaucoup Laetitia pour ton temps, avec pour ce partage. Et j'espère que tu vas créer plein de petits poussins qui vont aider les cavaliers à mieux gérer, à mieux choisir leur briderie et leurs embouchures à l'avenir. J'espère aussi. C'est vraiment, vraiment le but, quoi, que tout ça devienne... Même, je vais te dire, mon rêve absolu, ça serait que les cavaliers soient tellement calés sur le sujet qu'ils aient même plus besoin de nous, tu vois. Pas demain, il y a encore ça. énormément de travail et ça veut dire que les entreprises aussi, les fabricants vont devoir proposer un matériel qui est simple et logique. Et ça, c'est pas gagner.
Voilà, il y a plein de choses qui vont devoir se développer les unes avec les autres, mais voilà, moi j'ai vraiment cette envie-là que les problématiques liées aux morts, plus on va avancer dans le temps, plus elles disparaissent. Voilà, et plus on remet en question notre rapport à cet animal majestueux et très agaçant parfois, qui est le cheval. Mais écoute, je souhaite que ce rêve se réalise pour les chevaux et les cavaliers de ce monde. Donc on en reparle dans 30 ans. Ouais. Merci Laetitia. Avec plaisir.